Mesdames et messieurs, où que vous soyez, bienvenue à Rites et Traditions sur Africable, la chaîne du continent. L'insolite, l'inhabituel, le surnaturel et la mystique régissent la vie africaine. Très souvent, ces opinions traduisent une totale méconnaissance ou un mépris souverain du savoir-faire et du savoir-être d'Afrique. Rites et Traditions est une émission qui souhaite tirer des traditions africaines des choses très utiles pour le présent. Car pour l'occidental, ou disons plutôt pour l'homme moderne, tous les phénomènes non encore expliqués par la science tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui sont encore croyants. Mais pour le noir d'Afrique, rien n'est dû au hasard. Tout a une explication. Il n'y a pas d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. Et pour ce 33e numéro, nous avons le privilège d'accueillir Monsieur Magma Gabriel Konaté, qui va nous parler de son ouvrage Les Remparts, qui a été édité par la maison d'édition, les éditions Diamana. Magma Gabriel Konaté est né un 27 décembre d'une année où il faisait bon vivre au Mali. Après avoir enseigné lettres, histoire et géographie dans l'enseignement privé catholique de Caille, il est recruté dans la fonction publique en 1981 pour servir au groupe dramatique du Théâtre national du Mali. Magma Gabriel Konaté est titulaire d'un diplôme d'administration, conseiller culturel du Centre régional d'action culturelle CRAC de Lomé au Togo et d'une maîtrise en droit privé de la faculté de sciences juridiques et politiques de l'Université de Bamako. Diplômé également de l'Institut national des arts du Mali, section art, section théâtre, l'artiste comédien hors pair plébiscite Magma Gabriel Konaté est acteur dans plusieurs productions cinématographiques, animateur, producteur à la radio Bamakan de Bamako. Il est également journaliste culturel à Africable. Son ouvrage a été édité par la maison d'édition Diamana. En janvier 1988, un groupe d'amis, avec à leur tête Alpha Omar Konaré, ont mis en place les éditions Diamana, une structure de la coopérative multimédia. À cette époque, il s'agissait de combler un vide. La seule maison d'édition était étatique. Les éditions Diamana se veulent une maison accessible à tous les écrivains maliens et étrangers. Ce livre est très particulier pour ceux qui l'ont lu, et avec un style très particulier dont seul Magma a le secret. Anga ñongo soro nin kenen kan bi a jaranye a benama o mogo ye i sembo a konokoro ka se yan nga foli bɛ u bɛɛ ye o ye an baraka an b'a daminɛ n'o ye nazaraw nana k'an kalan k'an tunu an yɛrɛ la Barou Santara i ni sɔgɔma Oula i ni sɔgɔma aw ni ce aw nana a diyara n ye a bɛnna ma je me dois d'abord de remercier les éditions Diamana. L'édition coûte très cher au Mali. Le livre coûte cher. On reproche aux enfants de ne pas lire. Ils ne lisent pas. Pourquoi? Parce que le coût du livre est très élevé. Et c'est la raison pour laquelle je me dois ici de remercier les éditions Diamana, tout le personnel de Diamana, pour avoir édité ce modeste ouvrage que j'appelle les rampants. Et non les remparts. Les rampants, c'est ceux qui rampent. C'est ça les rampants. Et après les éditions Diamana, je me dois de remercier le Centre culturel Corée. Le Centre culturel Corée, parce que chez nous au Mali, il y a une insuffisance criarde de cadres et d'infrastructures. Infrastructures pour garder, sauvegarder, pour la promotion de notre patrimoine culturel. Au Mali, je n'en connais peut-être que deux, le Centre culturel Corée et Acte 7 à Bamako.
les autres espaces sont des espaces qui ne nous appartiennent pas. Parce que nous sommes prisonniers dans la tête. Or, voilà des espaces où on reproche aux jeunes de ne pas respecter la tradition, de ne pas respecter la culture. Comment ils peuvent respecter la culture si on ne leur enseigne pas la culture? Les mécanismes de socialisation de l'enfant qui existaient dans nos sociétés ont été galvaudés. Ce qui fait que les enfants n'ont plus de repères. Ils ne sachent devenir ni arbre ni pierre. Et ceci dit, après ces remerciements pour vos présences, je me dois de vous remercier pour votre présence à tous et à toutes ici, en ce lieu. D'abord, je commencerai par le pourquoi des rampants, le fondement. Qu'est-ce qui a prévalu aux rampants, à la rédaction de cet ouvrage, Les Rampants. Et dans ce développé, je vais vous donner 2 devoirs à faire à la maison. Et si Dieu nous prête longue vie, au prochain festival sur le Niger, nous allons corriger ce devoir. Je dirai ensuite le comment des rampants, c'est-à-dire le genre littéraire. Pourquoi j'ai choisi ce genre littéraire? Et ensuite, pour qui le rampant? Le style que j'ai employé pour les rampants. Et je vous ferai ensuite le résumé des rampants et de la condition, parce que les rampants sont suivis de la condition. Et après, je me prêterai volontiers à vos questions. Pourquoi les rampants? Il a dit, le 25 mai, c'est la journée de l'Afrique. C'est des hommes qui ont eu une vision. Dans les années 1885, il y a eu une grande conférence qui s'est tenue à Berlin, où on a partagé l'Afrique entre les puissances coloniales. Et à partir de ce partage-là, l'Afrique a été balkanisée. Il y a certains leaders, après les indépendances, ils se sont dit, est-ce que l'Afrique balkanisée ne va-t-elle pas au-devant de notre Bolibana? Il fallait le craindre. Ils se sont réunis les 24 et 25 mai 1963 à Addis Abeba pour mettre ensemble leur synergie, leur force. Ils ont dit, un seul doigt ne peut pas prendre le caillou. Il faut que l'on soit ensemble. Tant que l'Afrique ira disperser, l'Afrique ne pourra jamais se construire. Et pourtant, Jean Suré-Canal a dit que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Comment du berceau de l'humanité on se trouve être au pied de l'humanité, au pied de l'échelle de l'humanité? Alors, ces Africains, avec leur vision, ont créé une organisation commune pour que l'Afrique se mette ensemble. Mais malheureusement, où est cette Afrique aujourd'hui? Après la disparition de ceux qui ont eu ce rêve, qui ont créé cette unité. Mais le problème, il est très simple. Moi, j'ai fait cette analyse qui dit que l'Afrique a subi 2 colonisations. 2 colonisations, une très insidieuse et une violente et brutale. La première colonisation, c'est la colonisation arabe, et spécifiquement au sud du Sahara, particulièrement au Mali. Au Mali, les Arabes sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils nous ont colonisés d'une manière très insidieuse et ils nous ont fait perdre notre culture. Ils nous ont fait perdre notre culture et quand eux ils sont venus, ils arrivaient, ils ne connaissaient pas la langue du pays. Et ceux du pays ne connaissant pas la langue de ceux-ci, nous avons pensé que la culture arabe, c'était ça la religion. Nous avons fait cet amalgame-là, on en a fait un syncrétisme que j'appelle crétinisme, qui nous fait croire que le Mali est un pays musulman. On vous le dira. Mais avant l'islam, avant que les Arabes ne viennent, qu'est-ce qu'il y avait chez nous? Est-ce qu'il n'existait pas quelque chose chez nous? On ne va pas dire que le Mali a commencé avec les Arabes. Ça veut donc dire que quelque chose existait. Mais aujourd'hui, au sud du Sahara, on est très fiers d'être appelés étrangers dans notre propre pays. Tellement on nous a déculturés, on nous a acculturés. Bien sûr, ça c'est l'islam. Et
El Hajj, ça veut dire étranger. Quelqu'un qui effectue le pèlerinage à la Mecque, il est étranger. Mais quand il revient chez lui, il ne peut plus être étranger. Mais nous sommes très heureux, très contents d'afficher El Hajj Draman Samake, parce que je effectue le pèlerinage à la Mecque. L'étranger Draman Samake dans son propre pays, ou Adja dans son propre pays. Ah, c'est paradoxal, ça ne s'explique pas. Allez au Maroc, vous ne verrez jamais El Hajj, parce qu'ils savent qu'en langue arabe, ça veut dire étranger. Et la deuxième colonisation, c'est pourquoi je veux vous dire, le premier devoir que je veux vous donner, c'est de me donner le nom des jours en Bamanankan. On va trouver le nom des jours en Bamanankan. Quelqu'un peut le trouver ici? Le nom des jours en Bamanankan. Hein? Ah, ils vont dire Ntenen, Tarata, Araba, Alamsa. Ça c'est arabe, hein? Ça ce n'est pas Bamanankan. Ils vont le dire Ntenen, Tarata, Araba, Al-Kamisa, Djouma, Sibri. Ça c'est arabe, ce n'est pas Bamanankan. C'est le premier devoir que je donne. Hein? Ça ce n'est pas Bamanankan, ça c'est arabe. Et les Ségoviens te diront Ambeta Sala, Ambeta Douadjo. Mais nous on dit Ambeta Soula. Souk, ce n'est pas Bamanankan. Non, souk c'est arabe. Le souk il est arabe, hein. Et ensuite nous avons eu une autre colonisation, la colonisation européenne, l'occidentale, spécifiquement la française. La française, elle est venue, elle nous a déculturés elle aussi, elle nous a acculturés et elle nous a emprisonnés dans nos pauvres têtes. Parce que on ne pouvait même plus parler avec le symbole, la langue de notre pays, et on sait qu'on ne se développe pas dans la langue d'autrui. Et cette colonisation nous a fait prendre des noms Gabriel, des noms Michel, des noms Paul, des prénoms de ceci, des prénoms de cela. Et on a oublié les Ngolo, les Zan, les Mpié. Quand tu dis ça, on dit que ce n'est pas musulman. Quand tu dis Bandjougou, on dit que ce n'est pas chrétien. Voilà une autre colonisation. Et le deuxième devoir que je vous donne, c'est de me dire le nom des mois en langue bamanankan. Kalotro, janvier, février, mars, avril, mai, comme on le dit en bamanankan. Ça, c'est le deuxième devoir que je donne pour, si Dieu nous prête longue vie, pour les éditions à venir du Festival sur le Niger. La prochaine édition, bien entendu, ce n'est pas loin. Voilà. Et nous, depuis jeunes écoliers, nous avons fait ce constat. Tcherno Ahmed-Cham et moi. Nous avons dit que l'Africain en général, et particulièrement le Malien, est riche de la culture d'autrui, mais pauvre de sa propre culture. Et c'est ce concept que nous avons baptisé la pauvritude. La pauvritude, c'est quand tu es riche de la culture d'autrui et pauvre de ta propre culture. Quand les gens nous disent Soumanguru Kanté, Soumaoro Kanté, Soumanguru Kanté, mais en réalité c'est Soumbangolo Diarisso. On te dira Samori Touré, Samori Touré, Sokona Mori Touré. Voilà des choses que les enfants doivent connaître, qu'il faut que l'on sache. Parce que quand l'histoire est faite par le vainqueur, le vaincu n'a aucun mérite. C'est cela le problème de l'Afrique, et spécifiquement le problème du Malien. Et voilà pourquoi, quand l'Africain, on parle de pays émergents, on parle d'Asie, on parle d'Europe, on parle des Indes, on parle du Japon. Quand l'Asiatique va en Europe, il va prendre ce qu'il y a de bien dans la culture occidentale ou la culture américaine. Il vient enrichir sa culture traditionnelle avec ce bien qu'il a pris là-bas. Au contraire de l'Africain, quand nous partons en Europe, nous allons y prendre ce qu'il y a de mauvais et nous revenons détruire le peu de bien que nos anciens avaient construit. Ils ne sont pas nombreux ceux qui, avec un salaire de 100 à 150 000 francs, mangent à la main en famille. Une fois qu'on a un petit moyen, on préfère manger à table, faire comme le blanc.
Tendez le micro à un intellectuel africain, un intellectuel malien spécifiquement. Oui, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui, avec ce que vous avez dit, c'est très très regrettable. Nous voulons parler exactement comme l'homme blanc. Alors que nous avons un parler malien, un parler africain. Pourquoi ne pas parler naturellement et normalement? Mais il faut que l'on singe l'homme blanc jusque dans sa façon de parler. C'est tous les Africains. On a tous ce complexe. Pourquoi? Parce que nous sommes prisonniers dans notre tête. Donc, voilà ce qui a prévalu à la rédaction du Rampant. Le concept qu'on peut construire notre développement à partir de la culture. À partir de notre culture, on peut construire notre développement. Et les Rampants, j'ai eu à l'écrire parce que j'ai pensé à quelque chose. Un genre littéraire, la nouvelle. Pourquoi? Pourquoi la nouvelle? Parce que c'est un fait divers que l'on prend et on raconte une histoire à partir de ce fait divers. Avec une imagination, on peut construire quelque chose de positif parce que c'est le genre où l'intrigue n'est pas corsée, l'intrigue n'est pas exigée. On raconte une histoire, les gens s'amusent, mais ça instruit en même temps. Comme Amadou Hampâté-Bâ le disait, il faut qu'une histoire qu'on raconte, que cette histoire-là, qu'elle soit futile, qu'elle soit utile et qu'elle soit instructive. Voilà pourquoi j'ai pris ce genre littéraire, la nouvelle. Et pour qui les Rampants? Les Rampants, c'est un style un peu particulier. Je viens de citer Amadou Hampâté-Bâ parce que j'ai été très influencé par ce grand homme de la littérature africaine. Et j'ai été influencé aussi par Massa Makan Diabaté. Eux, ils écrivaient le français parlant bamanankan. Le français parlant bamanankan. Ça veut dire que je n'écris pas comme Victor Hugo ou comme Voltaire ou comme ceci ou cela, mais j'écris le bamana comme je l'entends. Quand je te dis tout de suite, la femme de Barou Santara est descendue, vous comprenez quoi? Hein? Adjigina quoi? Voilà. Et quand on se rencontre, je te dis, s'il vous plaît là, et souffle ma bouche, ça veut dire quoi? Hein, Ndafie. Hein? Ça c'est un style. Ou quand je dis la course du ventre, ça veut dire quoi? Konobouli. C'est simple, c'est comme ça. J'ai traduit le français en bamanankan et je l'écris. Et pour ceux qui vont lire le bouquin, vous comprendrez que c'est très aisé et c'est très facile. C'est fait pour les universitaires, c'est fait pour les étudiants, c'est fait pour les élèves, pour qu'ils apprennent que dans la société traditionnelle, il y avait des mécanismes qui enseignaient l'histoire, la géographie, les sciences naturelles, la géologie, tout ce qu'il y avait comme sciences de la nature, là, on l'enseignait chez nous dans nos traditions. Et les Rampants et la condition. Les Rampants, c'est l'histoire d'un garçon, d'un jeune homme, qui, à partir déjà de la case de circoncision, savait communiquer avec la terre. Tout ce qui était en dessous de la terre lui parlait. Alors, le maître initiateur a révélé ce don à tout le village. Et chaque fois, après un enterrement, quand quelqu'un décédait, après la mise en terre, on demandait qui sera le prochain. L'enfant était capable de dire, ouais, bon, c'est un tel de tel village qui va mourir et c'est celui-là qu'on va venir enterrer la prochaine fois. C'était ça. Mais dans le village, la fille de l'imam avait une fille belle, plus belle que l'étoile du matin. C'est quoi ça? L'étoile du matin. Soroma Dolo. Elle était belle, très belle. Et elle était amoureuse de ce garçon. Et ce garçon était amoureux d'elle. Quand ils se rencontrent, il lui déclare sa flamme et elle lui dit « Je t'aime bien, mais j'ai peur des hommes qui me dévoilent quand je passe. Ils me dénudent quand je passe. » Il dit « Non, ne t'en fais pas. Ce qui est sûr et certain, les hommes que tu vois là, ils ne valent rien. Tous, je vais les faire ramper à tes pieds bientôt. » Alors, la mère du plus grand commerçant du village décède. Son enterrement, c'est le lendemain. On va à l'enterrement. 10 heures, c'est l'inhumation. Tout le monde est installé.
Et on a fini de réciter la Fatiha. Quelqu'un demande qui sera le prochain. Le jeune homme, il était debout derrière tout le monde. Il a dit, le premier qui va se lever de ce lieu sera le prochain. C'est fait à 10 heures, le matin. À 16 heures encore, tout le monde était là. Personne ne s'est levé. On a récité la Fatiha à l'envers, à l'endroit, on a tout fait, personne ne s'est levé. On a raconté la vie du prophète, personne ne s'est levé. La vie de sa femme, oh combien pieuse, personne ne s'est levé. À 17h30, 18h, personne ne s'est levé. On s'est soulagé dans les habits, on a uriné, on a tout fait. Les sueurs ont coulé, mais personne ne s'est levé. Au crépuscule, vers 18h30, 19h, le griot a commencé à ramper. Il s'est mis à plat ventre, il a rampé. Parce qu'il fallait tout juste ne pas se lever. Il a rampé. En rampant, les autres l'ont vu, tout le monde s'est mis à plat ventre, tout le monde a rampé. Vous savez ce que ça fait, les coudes, les genoux et tout ça. Et ils ont rampé. En allant au village, crépusculaire moment, c'est une femme qui sortait, qui voit les gens venir et dit, les rampants. À ce cri-là, c'était la débandade dans le village. Pourquoi? Parce que le cimetière est chez nous quelque chose de mystérieux. Quelqu'un qui arrive du cimetière à cette heure-là, c'est impensable. Donc le village a fui. Parce que c'est les rampants qui venaient. Et le garçon, il est venu trouver sa fille dans la maison paternelle à côté de son grand-père dont il portait le prénom. Il dit, tu n'as plus peur? Elle dit, non, je n'ai plus peur. Parce que les hommes ont rampé à ses pieds. Elle n'a plus peur. À cause de cette farce, on a interdit le mot rampant, même entre cousins à plaisanterie. Et ensuite, on a décidé, d'un commun accord, que la Fatiha sera récitée debout dans le cimetière et plus assis. Voilà un peu les rampants schématisés. Mais au-delà de ça, ces érudits qui étaient là, les imams des autres villages qui étaient là, qu'est-ce qu'il faut lire au-delà de ça? C'est pourquoi je parle du style. Ce style imagé, c'est ça cette histoire. Mais au-delà des rampants, est-ce que l'Afrique, depuis bientôt plus de 56 ans, ne fait que ramper? Malgré nos doctorats, nos licences, nos ceci ou nos cela, est-ce que nous ne faisons que ramper? L'Afrique ne fait que ramper. Est-ce que cela doit continuer? N'est-il pas temps que l'on essaie de construire quelque chose de positif? À partir de cette banale histoire, voilà ce qu'il faut lire derrière les rampants. Que l'Afrique arrête de ramper parce que les jeunes rappeurs l'ont dit, Milmo il le dit, Sundiata a construit l'empire mandingue tout seul. Il ne savait pas dire bonjour, encore moins comment t'appelles-tu. Voilà les rampants. Et la condition, c'est dans la même veine. La condition, c'est la même chose. C'est l'histoire, la protection de l'environnement, la protection des animaux, la Ligue des animaux. C'est un roi, imbu de sa personne, qui décide qu'il donnera sa fille, qui était la plus belle aussi de la contrée, à celui qui accepterait d'être l'animal sacrificiel au creusement de sa tombe. Chez nous, quand un roi décède, on creuse sa tombe. Mais pour creuser sa tombe, il faut d'abord un animal sacrificiel. On verse ce sang-là et c'est à partir de ce sang-là qu'il va faire sa traversée. L'Afrique traditionnelle, exactement comme en Égypte, on entourait nos rois est-ouest. Ils n'étaient pas enterrés face à l'est. C'est l'islam qui nous a amené ça. On les enterrait est-ouest. Pourquoi? Parce qu'ils suivaient la trajectoire du grand luminaire, le soleil, qui quitte l'est pour se coucher à l'ouest. Donc nos rois suivaient les pyramides, elles sont toutes orientées est-ouest. Parce que c'était ça la conception que l'Africain avait du grand soleil, le grand luminaire. Et donc, c'est un jeune indigent dont la maman était pratiquement grabataire, qui vivait de l'aumône des uns et des autres, la solidarité africaine, qui décide d'aller demander la main de cette fille. Il y va, on lui accorde la main, et il revient chez lui, le roi lui donne 100 de chaque espèce. On lui construit un château. Le village de cet enfant est devenu en fait la deuxième capitale du royaume pour la simple raison que c'est la fille du roi qui était mariée à celui-ci. Ils ont eu des enfants, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Et un soir, il y a un cavalier qui traverse
Le village a bride abattu, il vient pour annoncer la funeste nouvelle, le roi Marie est mort. Ah, la condition c'était ça. Le jeune homme, il s'est rhabillé des haillons qu'il avait, il est parti. Très tôt le matin, en partant sur le chemin, il donne un coup de pied au crapaud qui était là sur le chemin. Le crapaud lui dit, mais tiens, jeune homme, mais tu es pressé aujourd'hui. Il dit, ouais, je m'en vais répondre à la condition parce qu'il dit, ouais, je sais. Quand tu étais gosse, tu nous as protégés. Moi, Ntori, tu m'as protégé quand tu étais gosse. Alors, mets-moi dans ta gibecière, nous verrons ce que nous verrons. Et plus loin, il heurte Bassal de Margouya qui était sur le chemin. Il dit, mais tu es pressé aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je m'en vais remplir la condition avec le mariage de la fille du roi. Il dit, ah oui, c'est vrai, d'accord, tu es un homme de parole. Alors maintenant, mets-moi dans ta gibecière et nous verrons ce que nous verrons. Quand tu arriveras, dépose ta gibecière au pied du Sunsun Djouba, là où on doit creuser la tombe du roi, dépose-nous là-bas et puis on verra. Ainsi, il est arrivé, il s'est assis au pied du Sunsun Djouba, il a déposé sa gibecière. Les autorités sont arrivées, on a voulu sacrifier le jeune homme, on l'a couché. On dit, bon, le sacrificateur est là, il vient avec son grand couteau, il veut lui trancher la gorge. C'est le ciel qui chante. Ah, gens d'ici, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu. On peut sacrifier un bœuf pour le creusement d'une tombe. On peut sacrifier un bélier pour le creusement d'une tombe. Même un bouc pour le creusement un poulet pour le creusement. Mais jamais, au grand jamais, on n'a jamais vu un humain sacrifié pour le creusement d'une tombe. Et le sol répond, ah non, mon Dieu, ne t'en fais pas. Laisse. Ces humains, ils comprendront que ils ne pourront pas verser le sang de cet humain sur moi, Doukolo, sur moi, sol. Ils ont un endroit pour recueillir son sang. Ils ne le recueilleront pas sur moi, la terre. Ah, les gens disent, attention, ça c'est grave, hein. Le chef des griots dit, est-ce que vous avez entendu le ciel chanter? On a dit oui. Est-ce que vous avez entendu la terre répondre? On a dit oui. On dit, ah, en ce moment ça devient délicat. Mais est-ce que ça peut être une illusion d'optique? Allons-y voir. Il a voulu remettre le couteau, le ciel a chanté et la terre a répondu. On a relevé le garçon, on dit, ah, mon cher, est-ce que le ciel a désigné un remplaçant au roi de fin? On a répondu oui. La terre a désigné le même remplaçant, on a répondu oui. On dit, bon, c'est lui le chef maintenant, puisque c'est le mari de la fille, l'unique fille du roi. C'est lui le roi. On l'a relevé, on lui dit, alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il dit, maintenant, occupons-nous d'abord des obsèques du roi, et ensuite nous verrons ce que nous pourrons faire. Allez prendre le taureau dans le parc et venez le sacrifier pour la traversée de l'âme du roi. Ainsi cela fut fait. Et on ne saura jamais pourquoi, on ne saura jamais comment, le sceptre de commandement de ces rois-là était fait de bois de sunsun avec une tête stylisée de margouya et de crapaud. Voilà en fait la condition. La condition, mais au-delà, quand je dis quel style, au-delà de cette histoire banale, il faut lire la valeur de la parole donnée. Il faut dire le responsable, comment le responsable doit être humble, comment le responsable doit faire preuve d'humilité et comment le responsable doit pouvoir se sacrifier pour le bien-être de ces populations. Comme je le dis très souvent, quand on est chef, il faut qu'il y ait quelqu'un en dessous. Voilà un peu les rampants. Et Monsieur Maïga, je suis aux questions des uns et des autres, s'il y en a bien entendu. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour Rites et Traditions aujourd'hui. Merci pour votre fidélité à Africable Télévision, la première panafricaine. Mais n'ayons pas peur de le dire et surtout, n'ayons pas honte de le reconnaître. Les intellectuels africains ont décroché tous les titres universitaires en vue d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe. Cependant, n'ayons pas honte de le reconnaître et surtout, n'ayons pas peur de le dire. Ils demeurent encore et toujours des analphabètes culturels à l'entrée du vestibule de la mémoire perdue de nos ancêtres. Comment alors promouvoir ce que l'on ignore? Chauves-souris, ils sont d'Afrique, mais surtout d'ailleurs. La bouche noire, le ventre à Paris, la tête en Amérique, les yeux en Asie. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, prenez soin de vous, car chaque émission à Rites et Traditions est un questionnement. Ce que l'on apprend de la culture d'autrui
vaut-il ce que l'on oublie de soi? Ainsi, fils et filles d'Afrique, nous devons sans cesse avoir en vue qu'il ne saurait y avoir de développement économique, politique et social sans un rayonnement culturel adéquat. C'est pourquoi il ne s'agira pas pour nous de faire recours à nos sources, oh que non, mais plutôt d'avoir recours à nos sources afin de promouvoir le développement réel du continent africain. Car personne ne viendra construire l'Afrique à notre place. Ciao, à la joie de vous retrouver, on ne peut plus nombreux, la semaine prochaine.